Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% IMO sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec le fondateur de Radio IMO, le grand Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Merci pour le grand. Bonjour Jules et bonjour à tous. Alors au programme aujourd'hui Sylvain. Au programme aujourd'hui, comme vous le savez mon cher Jules, on parle immobilier. On va essayer de trouver des solutions pour vous à vos problèmes et notamment vous renseigner sur l'actualité du domaine immobilier. Et je vous propose cette semaine de faire un focus sur les mètres carrés de bureaux vacants. Et oui, ne serait-ce pas peut-être la solution à la crise du logement, tout simplement. C'est ce que nous allons voir avec une initiative extrêmement intéressante. C'est le consortium des bureaux en France qui est représenté ce matin par nos invités, Catel Le Guillou, directrice générale de la foncière de transformation immobilière, et Blaise Heurteux, associé fondateur de la place de l'immobilier. Et on va aussi répondre aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300 avec aujourd'hui. C'est le bon réflexe, vous avez raison Jules, le 0826 300 300. Ils nous font parler des problèmes, les Français nous appellent sur le standard de Sud Radio. On va parler du problème du bruit. Le bruit, c'est un vrai sujet. On va parler également de notre chronique rénovation énergétique animée par Laurent Permas. Et enfin, je vous propose, mon cher Jules, de faire le tour de France des biens coups de cœur, direction Besançon et Esternay. Voilà, exactement. On terminera avec le tour de France des biens achetés. Mais avant, les infos de la semaine avec vous, Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. Alors, on va commencer cette semaine, ma chère Bérénice, avec les dernières infos à retenir, les préférences des Français en matière de réservation de vacances. Eh bien oui, parce qu'on est en pleine période de vacances scolaires. Hein. Vous nous écoutez peut-être en direct de vos vacances. Alors j'ai voulu faire un focus sur les tendances des Français en matière de location de vacances. Alors c'est une étude PAP. Alors le premier point, c'est que les réservations sont en hausse de 12% cette année par rapport à l'année dernière. Alors c'est intéressant parce que on est quand même en période instable hein, oui. au niveau de la politique, aussi pour l'économie. Il y a encore un peu de sous chez les Français. Il y a un peu de sous. Alors, à votre avis, quelles ont été les destinations préférées? Alors non, avant, peut-être question, les Français ont préféré partir cette semaine, la semaine de Noël, ou la semaine prochaine, la semaine du Nouvel An? Moi, je dirais la semaine prochaine. Jules? La semaine prochaine aussi. Eh ben oui. La semaine prochaine, à 59% de réservations contre 41% pour cette semaine-là. Alors, quelles sont maintenant les destinations préférées des Français? Alors, moi, j'hésitais entre les Maldives et Melun. Finalement, on ira à Melun. Ouais, alors, c'est pas le même coup. Hein. C'est la montagne, en tout cas. Les Français sont en quête de neige. 57% des réservations enregistrées sur le site PAP. Donc, c'est pour partir à la montagne. C'est 25% de plus que l'année dernière. Ensuite, les réservations à l'étranger, on le vend en poupe. Plus 25% par rapport à l'année dernière. Et enfin, les réservations à la mer, plus 11,5%. En revanche, cette année, c'est la campagne qui est boudée par les Français, puisqu'il y a eu 11% de réservations en moins. Ensuite, bon, je vous l'ai dit, c'est la montagne qui intéresse le plus les Français. Alors, quelle montagne, à votre avis? Moi, je dirais les Pyrénées. Non, c'est les Alpes, les chouchous, parce que c'est assez accessible. Il y a de la neige. Donc ça représente 82% des réservations en montagne. Ensuite, les Pyrénées, ça arrive en deuxième position, mais seulement avec 9% des réservations. Les Vosges, 4%. Le Massif Central, 3%. Et enfin, le Jura, 2%. Donc du coup, on sait ce qu'on va faire pendant les vacances. Alors, vous parlez vacances, Bérénice, vous allez nous faire quand même une petite piqûre de rappel. Hein. Oui, sécurité, parce qu'on est en plein dedans. Et j'ai discuté avec la police justement nationale cette semaine. En fait, il y a plein de personnes qui viennent en repérage, voilà, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de Français qui seront en vacances, donc voilà, pour des cambriolages. Il y a une plateforme qui est peu connue, ça s'appelle Opération Tranquillité Vacances. C'est à faire, c'est gratuit, c'est sur Internet, vous tapez Opération Tranquillité Vacances, c'est sur le site du service public. Vous remplissez un questionnaire et voilà, c'est très simple en fait. Les policiers viendront faire des patrouilles vers chez vous, voilà, et puis ils regarderont si tout va bien, voilà. Donc c'est assez pratique. Et n'oubliez pas de prévenir vos voisins aussi quand vous partez en vacances. On va pas hésiter. On termine avec une rétrospective sur l'année 2024 qui fait rêver, on peut le dire. Oui, alors je ne sais pas si le Père Noël vous a gâté cette année, j'espère, Jules. Ça a été. Est-ce que vous avez eu une villa? Bah non, malheureusement, je l'avais demandé, mais elle n'est pas arrivée. Toujours pas, bon. Il va falloir réécrire au Père Noël. Non, je vous ai déniché les 5 biens les plus chers qui ont été vendus sur Se Loger en 2024. La première, donc c'est une villa de 2300 mètres carrés qui a été vendue à Cannes pour 55 millions d'euros. Ensuite, on part à Paris. Le deuxième bien valait 33 millions d'euros, villa de 1500 mètres carrés. Alors, je ne sais pas où elle était située dans Paris, mais en tout cas, c'était une belle villa pour 33 millions d'euros. Ensuite, toujours à Paris,
36,7 millions d'euros, c'est une villa de 750 mètres carrés, un peu plus petite. Et puis les 2 derniers biens étaient à Cannes, une villa de quasiment 1000 mètres carrés et un appartement de 600 mètres carrés, 29 millions pour les 2. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour parler logement avec votre invité Sylvain Lévy-Valency. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. On est de Sylvain retour. Lévy-Valency. Là, pardon. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On est de retour pour votre rendez-vous 100% IMO avec Sylvain Lévy-Valency et votre invité. Merci, mes invités, effectivement. Bonjour, Catel Le Guillou. Bonjour Sylvain. Bonjour, Blaise Horteux. Bonjour Sylvain. Catel, vous êtes directrice générale de la foncière de transformation et Blaise, vous êtes associé fondateur de la place de l'immobilier. Alors, c'est une première dans l'Hexagone. Le consortium de bureaux en France que vous représentez s'est engagé dans une démarche d'approfondissement de l'immobilier de bureaux, même si nous traite pas ici, naturellement, c'est logique, de l'immobilier de bureau dans cette émission. C'était le point de départ, en fait, qui nous a intéressés dans votre démarche, c'est quelles sont les conséquences que peuvent avoir ces millions de mètres carrés, on peut dire de dizaines de millions de mètres carrés. D'ailleurs, Blaise, vous m'avez appris pas mal de choses, notamment sur le nombre de mètres carrés inutilisés. Combien de mètres carrés vous avez identifié en France et quelle a été votre méthode? On va commencer par vous, Catel Le Guillou. Donc nous avons aujourd'hui identifié 173 millions de mètres carrés de bureaux en France existants. Et avec Blaise, et Link City, nous avons travaillé tous les trois à identifier quels étaient les bureaux vides et obsolètes techniquement qui pouvaient offrir des potentialités de transformation. Alors, potentialité de transformation, qu'on comprenne bien, hein, vous récupérez du mètre carré de bureau et vous en faites des logements. À l'heure où les Français aujourd'hui sont mal logés, c'est bien le cas, Blaise? Oui, alors c'est absolument ça, c'est-à-dire que c'est de rendre l'immobilier très souple et de pouvoir l'adapter en fonction des besoins. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un surplus de bureaux. On parle de 9 millions de mètres carrés vides en France. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on pourrait, sur ces 9 millions de mètres carrés structurels... 173 millions de mètres carrés de bureaux. Oui. Et 9 millions de mètres carrés, j'ai bien entendu? 9 millions de mètres carrés totalement vides depuis 2 ans. Du logement. Dont on pourrait transformer en logement, oui. Vous savez, quand je vous entends, là, je me dis, il y a une vraie solution à la crise du logement, là, non? Alors oui, avec un bémol, c'est-à-dire que globalement sur les 9 millions, quand on regarde pour restructurer un immeuble, il faut que ce soit l'immeuble entier, hein, c'est pas un lot isolé, c'est pas 200 mètres carrés dans un immeuble total, donc c'est tous les gros immeubles totalement vides, et là on parle de 2 millions de mètres carrés, et donc là effectivement c'est là où on peut trouver nos ressources. 2 millions de mètres carrés en France? En France, oui. Donc nous pourrions, Catel Le Guillou, opérer, enfin, c'est ça, hein, c'est le terme, c'est le terme utilisé, utiliser les bureaux, effectivement, pour en faire des logements. Pourquoi on a l'impression que ça va pas si vite que ça, Catel Le Guillou? Effectivement, ça devrait aller plus vite pour résoudre la crise du logement. Pour autant, il faut une convergence d'intérêts entre tous les acteurs. Le propriétaire qui attend une valeur de son immeuble bien qu'il soit vide, la collectivité locale, les élus, les maires qui doivent accepter le projet de transformation que nous leur proposons, ainsi que le calendrier, les riverains qui jusqu'alors vivaient avec un immeuble de bureau à côté et qui doivent accepter que le logement, qu'il soit désormais occupé en tant que logement. Et puis évidemment trouver une convergence économique et une réalité économique à cette transformation, parce qu'aujourd'hui la transformation coûte plus cher qu'une opération de construction neuve. Parce que nous n'avons pas l'habitude aujourd'hui de transformer, et donc nous n'avons pas les solutions techniques et architecturales encore pour transformer à moindre coût. Et pour ce faire, il faut donc que tous ces gens se mettent d'accord pour que... Alors ça veut dire que les riverains, ils doivent donner leur accord? Exactement, puisque le permis va faire l'objet d'un affichage. Ok, alors donc ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours. Oui. Alors, est-ce que, pour être très clair, les recours, c'est un fléau pour la construction? Est-ce qu'il y a des recours lorsque vous faites des opérations? Même sur des opérations de transformation dans lesquelles nous gardons l'existant en place, sans véritablement le modifier, effectivement, nous connaissons des recours sur nos permis de construire et qui retardent souvent les transformations. Nous restons dans nos opérations de transformation conformes aux règles des PLU
Pour autant, Alors, PLU, plan local d'urbanisme, voilà, pour celles qui sont les règles d'urbanisme édictées effectivement par la collectivité, nous les respectons. Pour autant, des recours se forment parce que les gens doivent s'habituer à l'idée d'avoir d'autres types d'utilisateurs. Alors, on a bien compris, effectivement, c'est un vrai sujet. Je rappelle simplement qu'il y a quand même 2,5 millions de personnes qui sont mal logées et qui sont en attente, je crois même que c'est 2,7 millions de personnes qui sont en attente de logements sociaux, 4,5 millions de personnes mal logées, c'est-à-dire pas dire dehors, sans compter le nombre de personnes qui aujourd'hui vivent dans un logement, dans les logements d'urgence. Hein, et le phénomène s'aggrave. Il s'aggrave vraiment. Vous avez dit tout à l'heure que ça coûtait plus cher, effectivement. C'est vraiment un sujet, le modèle. Comment on peut arriver à endiguer le modèle économique, c'est-à-dire comment on peut construire mieux, moins cher, avec du logement abordable. C'est quoi la solution? Est-ce qu'on va finalement constater qu'il y a toujours du mètre carré de bureau vide et qu'on ne pourra rien faire? Comment on fait pour opérer tout cela? Parce que, bien évidemment, il ne faut pas que les Français paient trop cher leur logement. Alors c'est clair, et c'est là où il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, et c'est là où le consortium a son rôle à jouer, ça, en publiant des chiffres. L'idée, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective et que chacun des acteurs qu'a cité Catel puisse prendre sa part de responsabilité, à commencer par le propriétaire des immeubles, qui lui a acheté à un moment où il y avait un cycle haussier avec des prix qui étaient avec des immeubles remplis, des immeubles loués. Aujourd'hui, ils voient qu'ils ont des difficultés à louer, donc forcément la valeur a bougé. Donc déjà, il faut que le propriétaire accepte une baisse de valeur. La deuxième chose, c'est que ces immeubles, ils sont bien situés. Hein. On parle de Rueil, on parle de Nanterre, on parle de ah oui, quand même. C'est des très belles localisations. La seule chose, c'est qu'ils sont dans des parcs de bureaux. Donc c'est la Défense, c'est Rueil-Seine. Donc tous ces parcs de bureaux, il faut qu'ils soient gérés de manière comme un aménageur. C'est la ville qui doit avoir une projection à moyen terme. Bien sûr. Donc déjà, il faut que le propriétaire accepte une baisse, qu'il y ait une vision à moyen terme, et comme disait Catel, que les archis plus les promoteurs se disent on arrive à produire moins cher. Blaise Horteux, juste qu'on comprenne bien, oui. Pour le grand public, quand vous dites une projection, c'est-à-dire l'aménagement hors les murs du quartier. Absolument. Pour lui donner ce qu'on appelle des aménités, puisque bien évidemment on ne consomme pas les mêmes services quand on a du bureau que quand on vit sur place. Il y a ça, et puis il y a le côté attractif, c'est-à-dire quelque part, si je fais je sais pas, moi je fais venir une grande enseigne d'habillement dans ma zone, tout de suite ça va donner un côté résidentiel, et les gens sont contents de venir acheter. Et donc on est dans cette logique où il faut une sorte de marketing territorial, dans lequel effectivement la ville inscrit cette zone dans une perspective qui permet de rassurer les investisseurs, et derrière de pouvoir créer une nouvelle valeur qui est différente de l'ancienne. Alors on a encore deux questions justement. La première question, c'est les élus. Catel Le Guillou, est-ce que les élus vous suivent dans ce type d'opération? Moi, je serais élu, je me dis, c'est une belle opération, sauf que je me dis, va peut-être falloir que je fasse une crèche, peut-être falloir que j'aménage certaines choses. À l'heure où le pouvoir central m'a confisqué mes recettes, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un sacerdoce d'être un élu local, je suis pas sûr que je serais hyper emballé, même si l'idée est excellente. Tous les élus sont attachés à préserver l'attractivité de leur territoire. Le bien-être des habitants est véritablement au cœur de leur mandature. Certains sont curieux et souhaitent et expérimentent la transformation, nous laissent faire et regardent un petit peu comment fonctionne la transformation, comment elle s'intègre et renouvelle systématiquement, nous accompagne. Il y a de véritables volontés politiques de faire. Puis d'autres n'osent pas, sont moins à l'aise sur cet exercice urbain et donc regardent les voisins et souvent, comme pour le consortium, c'est un partage, vous voyez ce que je veux dire, d'expérience. Et les élus, par exemple, partagent leur expérience. Il y a des élus, par exemple, qui soient à Fontenay-sous-Bois, qui soient à Strasbourg, qui soient à Nanterre, qui sont véritablement dans le faire et qui sont, par leur expérience, amenés à convaincre les autres. Très joli, hein, Jean Fontenay-sous-Bois, d'ailleurs, je conseille vraiment la ville, j'y habite. Donc, effectivement, on a un maire, Jean-Philippe Gautret, qui est plutôt énergique. On le comprend, mais quand même, les maires, aujourd'hui, ils ont très peu de ressources. Avec un pouvoir encore une fois central qui s'est jacobinisé depuis quasiment 10 ans, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. C'est pas simple d'être maire, donc c'est pas aussi magique que ça en a l'air également. Ma dernière question, c'est sur justement les valeurs. Vous dites le propriétaire qui a acheté 10 va falloir lui expliquer que son truc il vaut 4 quoi. Et donc ce qu'on appelle une décote, c'est ça. Donc pas évident quand on a acheté 10 de se dire il va falloir que je m'en tire avec 4. Comment on fait pour convaincre? Alors déjà, elle a le temps
C'est-à-dire, plus le temps passe, plus il s'aperçoit que de toute façon, sa valeur de 10, elle a disparu et qu'il n'arrivera pas à le remplir. Après, cet immeuble, il coûte. Vous avez des taxes, des impôts, vous avez de l'entretien, vous avez de la sécurité. Donc, pour l'instant, il ne vaut pas 4, il est négatif, l'immeuble. Oui, bah, s'il n'est pas occupé, il vaut 0, quoi. Absolument, voire moins. Oui, voire il coûte. Et après, la troisième chose... 0, c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est déjà pas mal. Et la troisième chose, c'est que en fait, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de s'impliquer à travers des projets de réforme qui permettraient de créer des foncières. C'est-à-dire, quelque part, j'apporterai mon actif dans une société et en apportant cet actif dans cette société, je mutualise mon risque. Et donc, c'est là, quelque part, où il pourrait retrouver de la valeur parce qu'il y aurait une vision plus globale. Et ça, c'est une vraie piste à creuser et qui est une première en France. Voilà, on voulait faire cet éclairage avec vous. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, Catel Le Guillot, vous êtes directrice générale de la foncière de transformation immobilière. Merci d'être passé sur le plateau. Et Blaise Horteux, associé fondateur de la Place de l'Immobilier. Allez, restez avec nous dans votre rendez-vous 100% IMO. Vous nous avez posé beaucoup de questions sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On va y répondre dans quelques instants avec nos experts. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. De retour dans votre rendez-vous 100% IMO avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Tout de suite, on écoute vos questions sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Eh bien oui, ça vous concerne et ça vous concerne au standard de Sud Radio 0826 300 300. On est bien évidemment à votre écoute et vous avez laissé cette semaine un message sur le répondeur. Et ma chère Bérénice, c'est Edouard qui demande s'il peut faire la fête chez lui. Et oui, c'est Edouard qui habite à doute Montbéliard. C'est un sujet qu'on n'a pas lu sur le tapage nocturne. Justement, il y a une fête la semaine prochaine, le 31. Et il aimerait faire une grosse fête chez lui, sauf qu'il nous a dit dans son message que ses voisins étaient un peu relou. C'était il a cité ce qu'il avait écrit. Voilà. Ils sont relous. Ils sont relous, un peu plus âgés, et voilà. Il aimerait savoir, comme il habite dans une copropriété, ce qu'il peut faire, ce qu'il a le droit de faire, s'il doit les prévenir ou pas. Il hésite un peu pour pas trop les froisser. Et vous avez demandé à l'expert français justement, c'est Olivier Principal. Alors Olivier Principal, c'est le président du cabinet Moulin des Prés, donc il est syndic de copropriété. Il est également président de la FNIM Grand Paris, vous savez, le syndicat. Alors on l'accueille tout de suite. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, ravi de vous recevoir. Alors, grosso modo, qu'est-ce que peut faire Edouard pour ses voisins? Voilà, je vous donne un exemple. Il a prévu une fête avec l'orchestre des Patato Valdés. Ils sont 40 musiciens et il a invité tout le quartier. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il a eu raison d'inviter le quartier parce que si ses voisins sont relous ou chiants, il ne les changera pas à l'occasion du réveillon. Non. Et donc du coup, il peut se dire que déjà, ça risque d'être un problème. Ce qu'on peut conseiller, d'abord, c'est d'aller les voir pour les prévenir. Je crois que ça fait partie des règles de bon voisinage qu'il faut espérer, en expliquant qu'il va y avoir des amis qui viennent, un peu de bruit, que c'est exceptionnel, c'est une fois dans l'année, en espérant que, bien évidemment, lui n'ait gêné ses voisins qu'une fois dans l'année, parce que sinon il serait bien reçu, et puis effectivement mettre un petit mot aux autres voisins pour les prévenir. Néanmoins, ça n'empêchera pas ses voisins, s'ils lui en veulent, s'ils sont gênés, d'aller les voir d'abord, voire d'appeler la police directement, pour se plaindre du bruit. Parce que concrètement, quels sont à partir de quel moment il ne faut plus faire de bruit? J'avais en tête 22h, mais c'est peut-être pas... Mais en fait, vous n'avez pas le droit de gêner vos voisins de jour comme de nuit. Il y a des tolérances qui sont prévues par les règlements sanitaires départementaux, notamment en matière de travail, intervention des entreprises, mais vous n'avez pas le droit de faire du bruit qui gêne vos voisins à tout moment. Donc ça doit bien évidemment être raisonnable. Donc quand il s'agit de passer la nuit avec un orchestre de 40 personnes, ici Sylvain, vous vous doutez bien que l'immeuble n'est pas une salle de spectacle et que ses voisins risquent de solliciter l'intervention de la police pour aller d'abord solliciter une remontrance verbale avant qu'il y ait un PV d'infraction qui soit fait. Donc voilà, beaucoup de pédagogie à avoir avant cette fête. Sinon, il a qu'à inviter ses voisins. Moi, c'est ce que je conseille dès le démarrage. En fait, faut aller les voir, leur proposer de venir boire un verre au début. Après, bien évidemment, on est tous confrontés à ce genre de problème en immeuble collectif. C'est toujours un peu délicat.
Olivier Principal. Olivier, que risque-t-il si jamais il se fait épingler? Imaginons que le gars, voilà, il persiste. La police, ils viennent, ils constatent, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils font, de manière générale, la police fait d'abord un rappel à l'ordre, amiable. Hein, et s'ils sont appelés une deuxième fois, ils reviennent et ils verbalisent pour tapage nocturne. C'est comme ça que ça se passe. Et s'il verbalise et qu'il continue, il dit bon bah je paye le procès, je paye l'amende et c'est tout, et je continue. Il est foufou, dis donc, Edouard. Hein. Ben là, il est possible que la police l'invite à faire la fin de soirée au poste, en cellule au poste. Voilà. Mais ça arrive. Donc, ça arrive. En général, on n'en arrive pas là parce que les personnes qui organisent des soirées, une fois qu'ils ont eu la visite de la police une fois, baissent un peu le volume. Et la deuxième fois, quand on prend une amende, on est un petit peu plus sérieux. Alors ça casse l'ambiance de la soirée, malheureusement. Mais voilà, quand on veut faire des fêtes qui font du bruit, il faut avoir un lieu qui s'y prête. Ouais. Et souvent, l'immeuble collectif et la tranquillité de ses voisins, ça ne fait pas bon ménage. En tout cas, on note bien qu'on ne peut pas déranger ses voisins d'un point de vue sonore à tout moment de la journée. Il ne faut pas que ce soit... Exactement. C'est noté. Merci beaucoup, Olivier Principal. Et bon réveillon. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et tout de suite... Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente... Sud Radio, parlons éco-rénovation. Parce que la rénovation énergétique, c'est le chantier du siècle. Avec vous, Grégoire Darico. Bonjour Jules, bonjour à tous. Avec nous, Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci de nous accompagner. Alors cette semaine, Laurent, on va parler des gains énergétiques, si vous le voulez bien, avec une première question très simple. À quoi ça me sert d'effectuer des travaux de rénovation énergétique, outre le fait que c'est bon pour l'environnement, ce qui est déjà une bonne raison? Excellente question. C'est tout simplement le gain énergétique, c'est-à-dire que c'est les économies que vous allez réaliser lorsque vous allez faire des travaux de rénovation énergétique. Donc on parle un peu de pouvoir d'achat. Alors juste pour vous donner un exemple concret, la perte sur votre logement, elle est de la perte notamment d'énergie. Pour la toiture, c'est 30%. Pour les murs, c'est 25%. La ventilation, 20%, les sols, 7%. Pourtant, moi, j'ai souvent les pieds froids, donc vous voyez. Et les vitres, 13%. Donc, il faut donc, tout simplement, pour restreindre ces pertes d'énergie, réaliser des travaux de rénovation énergétique et puis améliorer notamment la situation pour faire baisser votre facture. Ok, je comprends mieux. Est-ce que vous avez des exemples concrets à me proposer, Laurent ? Avant tout, avant de vous lancer en fait dans ces grands travaux, il faut réaliser un DPE, un diagnostic de performance énergétique, on en a parlé la dernière fois, et puis un audit énergétique pour justement avoir un plan d'action précis pour vos travaux à réaliser, notamment en priorité. Alors, vous n'aurez peut-être pas les moyens de réaliser tous ces travaux d'un seul coup, on peut les séquencer, et vous pouvez notamment commencer par les travaux les plus importants, ceux qui vont vous faire gagner 1 à 2 notes ou des étiquettes énergétiques, qui va vous permettre d'échapper en fait à les restrictions, notamment de location de passoires thermiques. Pour rappel, au 1er janvier 2025, les logements étiquetés G, c'est plus possible. Et au 1er janvier 2028, les logements avec l'étiquette F, pareil. Donc je vais pouvoir notamment vous donner quelques idées concrètes. Pour un double vitrage chez vous, les gains énergétiques sont de 80% par rapport à du simple vitrage. Waouh. C'est pas neutre. L'isolation de la toiture, on en a parlé, c'est la perdition la plus importante, 30%. Eh bien, elle va vous permettre de réduire votre chauffage d'environ 30%. Donc vous faites un gain important. L'installation d'une climatisation réversible, elle peut diviser jusqu'à 3 votre facture d'électricité. Et puis la pompe à chaleur très connue en France, RO pour le chauffage ou encore un ballon thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire, elle peut vous faire gagner jusqu'à 75% d'énergie gratuite. C'est considérable, Laurent. Donc je comprends qu'il y a des gains financiers, mais pas que. Oui, c'est également pour améliorer en fait votre confort. Avoir une température plus élevée sans chauffer plus, ça c'est vraiment important, avec des bons gestes aussi. Et puis réduire les risques de condensation en surface. Souvent on n'aère pas assez, et donc ça donne des problèmes de moisissure, notamment ça peut être assez dangereux. Et puis être forcément mieux isolé. On parlait tout à l'heure du bruit, et justement pour avoir moins de bruit.
Et puis, ces travaux sont également bons pour votre bâtiment, pour votre immobilier, notamment en termes de gestion de patrimoine. Hein. Ça valorise votre patrimoine et puis c'est bon pour la valeur de votre bien. Et c'est intéressant en termes de revente, mais aussi en termes de transmission de votre patrimoine. Tout à fait, Laurent. Et puis en fait, tous ces travaux, ils me permettent aussi de bénéficier des aides de l'État. Absolument, on n'oublie pas les aides publiques et privées, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie et puis les aides locales des collectivités. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site internet France Rénov'. C'est l'État. Merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et maintenant, on attaque le Tour de France des biens coup de cœur. Alors dites-nous tout, hein, faites-nous rêver. Où est-ce qu'on part aujourd'hui, Sylvain? On va aller chez les Bisontins. Voilà. On va aller en Franche-Comté. Alors, Franche-Comté, qui est une zone frontalière, nous étions d'ailleurs avec notre Grégoire National pour les clés de la ville et avec nos confrères du Figaro. On a été très joliment reçus au Cursal. Alors, les coups de cœur, justement, on s'est dit qu'on allait faire un tour à Besançon. Belle surprise, hein? Bah oui, Sylvain, moi je sais que vous avez adoré cette ville, donc je vous propose d'y retourner ce week-end. Allez, je vous ai dégoté un appartement de 6 pièces et 140 mètres carrés. Un appartement très bien situé dans le quartier prisé de Saint-Claude. Un appartement spacieux, idéal pour les familles en quête de confort. Un appartement qui offre de beaux volumes. Il comprend un vaste espace salon-cuisine de 55 mètres carrés. Une cuisine d'ailleurs qui est tout équipée, qui est très lumineuse. Il y a aussi 3 immenses chambres, dont une avec une douche privative. À noter que l'appartement est habitable sans travaux, avec un chauffage et l'eau chaude individuelle. Il comprend également un garage et une place de parking. Il est très bien situé, non loin des commodités, à quelques pas des écoles, des commerces et des parcs. Et puis, détail non négligeable, ça fera plaisir à notre ami Laurent, son diagnostic de performance énergétique, et bien l'étiquette, elle est de D. Donc c'est quand même une bonne note. L'appartement, il est proposé au tarif de 262 000 € par l'agence Century 21 France. Alors, les financements ont baissé. Oui. Je vais emprunter sur 25 ans avec toujours 20% d'apport. Hein. 20% d'apport, donc 52 400 €, un emprunt sur 25 ans à 3,2% et vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 324,44 €. Alors pour un deuxième bien coup de cœur, on va direction Esternay, dans la Marne. Allez, moi j'aime bien le principe du logement insolite. Alors là, je vous ai trouvé une tour de garde du 19e siècle pour moins de 100 000 €. C'est une tour qui est en ligne sur Le Bon Coin depuis le mois de novembre. Initialement, elle servait à défendre le château de Nogentel qui est situé à 500 mètres. Elle est située sur un terrain lui aussi à vendre qui comprend une partie herbeuse, un bois et une maison de 50 mètres carrés avec en plus un puits. Le propriétaire, en fait, il l'avait acheté il y a 10 ans voulant en faire une maison d'amis et de week-end automnale puisque le terrain n'est pas viabilisé. Mais pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu mettre son projet en place et il vend donc cette partie du terrain. À l'intérieur du bâtiment de 24 mètres, vous avez 4 pièces par étage et 3 mètres de hauteur sous plafond à chaque étage, de quoi faire des belles fêtes pour le réveillon et des travaux de rénovation quand même qui sont à prévoir pour un gain énergétique non négligeable. Donc, d'après le propriétaire, et ce sera ma conclusion, il y a du boulot, mais c'est un excellent point de départ. Ce monsieur a le sens de l'humour. C'est ça qu'il faut quand même noter. Merci Grégoire. Merci Grégoire, merci à tous. On se retrouve même heure, même jour, la semaine prochaine et même l'année prochaine puisque nous serons en 2025. Mais avant ça, n'oubliez pas la rediffusion de l'émission mardi à midi sur Radio Imo. À bientôt. Sud Radio, parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.